Alors, le Bitcoin, simple actif spéculatif ou quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond? Pour de plus en plus de gens, c'est carrément un canot de sauvetage financier dans un système qui, disons-le, prend un peu l'eau. On va décortiquer ensemble pourquoi cette idée, eh bien, elle gagne autant de terrain. Et pour bien commencer, il faut comprendre que tout repose sur une idée fondamentale. On peut l'illustrer avec une métaphore toute simple, mais vous allez voir, elle est incroyablement puissante. C'est ce qu'on appelle le problème de la chaise unique. Imaginez un peu la scène. On est dans une immense salle de banquet. Il y a 380 invités, mais au beau milieu de la pièce, une seule et unique chaise. Forcément, la question qui se pose, c'est qui va réussir à s'asseoir? Eh bien, cette image toute simple, elle illustre parfaitement la situation du Bitcoin face à la population mondiale. Tout est une question de compétition. Et voilà le chiffre qui explique absolument tout. 21 millions. Il n'y aura jamais, mais alors jamais, plus de 21 millions de bitcoins. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une politique d'entreprise, non, c'est gravé dans le code. C'est tout simplement inchangeable. C'est le nombre total de chaises disponibles, pour toujours, pour toute l'humanité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ce chiffre, 21 millions, c'est un maximum théorique. En réalité, le nombre de bitcoins qu'on peut vraiment utiliser, il est bien, bien plus bas. Pourquoi? Parce que des millions sont perdus. Définitivement. Cette citation, elle résume tout, non? C'est exactement ça. On se souvient tous de cette histoire folle de James Howells, ce type qui a jeté un disque dur avec 8000 bitcoins dessus. Fini. Disparu. Et comme lui, on estime qu'il y a entre 3 et 4 millions de bitcoins qui sont tout simplement inaccessibles. La rareté est donc encore plus folle que ce qu'on imagine. Bon, d'accord, le bitcoin est rare. Mais pourquoi est-ce que ce canot de sauvetage devient si important aujourd'hui? Eh bien, le problème, ce n'est pas seulement la rareté du bitcoin. C'est aussi l'abondance, disons, infinie de nos monnaies traditionnelles. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a nos monnaies, l'euro, le dollar, que les banques centrales peuvent imprimer sans aucune limite, à volonté. De l'autre, le bitcoin, avec son offre gravée dans le marbre et son réseau que personne ne contrôle. Ce sont vraiment deux mondes, deux philosophies radicalement opposées. L'inflation, on en entend parler tout le temps, mais c'est quoi au fond? Ce n'est pas juste un chiffre dans les actus. Pensez à ça. C'est comme si, chaque jour, quelqu'un ajoutait un peu d'eau dans votre verre de vin. Le verre est toujours aussi plein, peut-être même plus, mais le vin, il perd son goût, il perd sa valeur. C'est exactement ce qui arrive à notre épargne. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Regardez ces chiffres pour la zone euro. En 2002, on avait 4 600 milliards d'euros en circulation. Aujourd'hui, plus de 15 000 milliards. Ça a plus que triplé en à peine 20 ans. Et la conséquence, elle est mécanique, elle est inévitable. Chaque nouvel euro qui est créé diminue la valeur de tout ce qui existe déjà. Alors, face à cette dilution permanente, à cette tempête monétaire, le Bitcoin est de plus en plus vu comme une solution, comme un rocher, un point d'ancrage, grâce à des propriétés vraiment uniques. Ce qui est vraiment fou, c'est la combinaison de ces propriétés. Prenez l'or, par exemple. C'est rare, oui, mais essayez de vous balader avec une tonne d'or sur vous, c'est compliqué. Une action en bourse, c'est facile à diviser, mais ce n'est absolument pas rare. Le Bitcoin, lui, il coche toutes les cases. Il est rare, il est portable, il est divisible, personne ne le contrôle et personne ne peut bloquer une transaction. C'est cette combinaison qui le rend unique. Et forcément, cette combinaison unique, elle se voit dans les chiffres. Sur les 10 dernières années, la performance, c'est juste spectaculaire. Alors attention, on le dit toujours, les performances passées ne préjugent pas de l'avenir, c'est évident. Mais quand on voit un tel écart avec l'or, l'immobilier ou même les actions, ça force à se poser des questions. C'est bien le seul actif qui a réussi à surperformer non seulement l'inflation, mais aussi cette fameuse dilution monétaire. Et attention, parce que cette idée n'est plus du tout un secret bien gardé par quelques passionnés. Ce qui se passe en ce moment, c'est une véritable course. Une course à l'échelle de la planète, une sorte de ruée vers l'or, mais numérique. Et c'est ça, le point crucial. La compétition pour avoir sa chaise ne vient plus seulement des individus. Non, maintenant, dans la course, il y a les géants de Wall Street comme BlackRock, des méga-entreprises comme Tesla, et même des États, des pays qui commencent à en accumuler comme une réserve stratégique. Le jeu a complètement changé de dimension. Et en même temps que ces géants entrent dans la danse, l'adoption par le grand public, elle, explose littéralement. Ce n'est plus du tout un phénomène marginal. Regardez,
En France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a plus d'une personne sur 5 qui possède déjà des cryptos. Et bien sûr, le Bitcoin reste le roi incontesté de cet écosystème. Cette phrase, elle résume tout. Nous sommes dans la plus grande ruée vers l'or de l'histoire de l'humanité. La différence, c'est que la mine est numérique et qu'il n'y a que 21 millions de pépites. C'est exactement ça. La mine est ouverte à tout le monde, mais les pépites sont en nombre fini. La compétition est mondiale. C'est une véritable course contre la montre. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour avoir sa place? L'idée d'acheter un bitcoin entier, ça peut sembler complètement fou, hors de portée. Mais c'est là qu'une autre de ses propriétés magiques entre en jeu. Il faut connaître le Satoshi. Le Satoshi, c'est la plus petite unité du bitcoin. En gros, pas besoin d'acheter la chaise en entier. On peut acheter juste un pied de la chaise, un barreau ou même une seule vis. C'est ça un Satoshi. Et c'est ça qui rend le bitcoin accessible à absolument tout le monde. C'est très simple en fait. On prend un bitcoin et on le divise en 100 millions de petits morceaux. Chacun de ces morceaux, c'est un Satoshi. Ça veut dire qu'au total, il y a plus de 2 quadrillions de Satoshi disponibles. L'objectif, ce n'est donc pas forcément de posséder un bitcoin entier. C'est de commencer à accumuler ces petites unités de valeur, ces Satoshi. Et pour bien comprendre l'opportunité, l'analogie est parfaite. Posséder du bitcoin aujourd'hui, c'est un peu comme posséder un lopin de terre à Manhattan au 19e siècle. Au début, ça ne valait presque rien. Mais c'était un actif rare, à un endroit qui allait devenir le cœur battant de l'économie mondiale. Eh bien, posséder ne serait-ce que quelques milliers de Satoshi aujourd'hui, ça pourrait bien être l'équivalent de ce petit lopin de terre, la première pierre d'un patrimoine futur. Au final, tout nous ramène à cette question de départ. On a un navire, le système monétaire actuel, qui prend l'eau, qui se dilue. Et à côté, des canaux de sauvetage qui sont en train de partir. Les plus grandes institutions financières du monde montent à bord, le grand public commence à suivre massivement. La question au fond n'est peut-être plus de savoir si le Bitcoin va monter ou descendre, mais plutôt de savoir s'il y aura assez de place pour tout le monde dans les canaux.